Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et si le cœur vous en dit, faites un tour par ma page Tipeee pour me soutenir. Bonjour soldats. Lorsque l'on combat les Prussiens, il faut avoir une technique irréprochable. Je vais donc vous énumérer les erreurs à ne pas faire afin de pouvoir prendre le dessus dans un corps à corps contre ces maudits casques pointus. Bienvenue sur ce nouvel épisode des conseils avisés du Capitaine France. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo sera les déplacements. Or, ceux que j'estime être de bons déplacements et ceux que j'estime ne pas être de bons déplacements du tout. Allez, c'est parti. Alors, pour faire de bons déplacements durant un assaut, j'estime qu'il faut être assuré lors de ces déplacements de ne pas se déplacer pour rien, c'est-à-dire de ne pas user d'énergie juste à se déplacer pour aucune autre raison que le fait ou d'attaquer ou de se défendre. Il faut pouvoir se déplacer de façon vive et agile, en sachant changer de garde à loisir, ne pas avoir les jambes trop écartées ou trop rapprochées, et d'être capable de sortir dans toutes les directions sans aucune gêne ou sans avoir un mouvement préparatoire pour le faire. Autrement dit, à partir d'une position qui semble immobile, il faut être capable de bouger dans n'importe quelle direction en un éclair. Je rajouterai que pour de bons déplacements, il faut aussi prendre en compte la nature du terrain. Si vous avez un terrain qui est plutôt glissant, on va éviter de mettre des appuis trop forts lors des déplacements, ce qui pourrait entraîner une glissade. Si vous êtes sur un terrain rugueux, on va plutôt privilégier les attaques frontales plutôt que les attaques par pivot, pour éviter de se faire mal, d'avoir le pied qui se bloque et que la rotation se fasse sur le genou, ce qui est vraiment très douloureux. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte. La nature du terrain en fait partie. Maintenant, commençons par le premier déplacement que j'estime mauvais et qui consiste à sauter sur place, quasiment sur soi-même, dans une forme de rebond infini. Pour ma part, je ne sais pas qui a inventé cette façon de faire, je ne sais pas pourquoi et je n'en vois strictement pas l'intérêt. Je n'y vois que des défauts. Alors, le premier défaut que je verrais, c'est le fait de... Eh bien, tout simplement de se fatiguer pour rien, à sauter sur place. Ben, oui. Je vois pas l'intérêt de rester dans un rebond perpétuel alors qu'il n'y en a pas intérêt. Si vous êtes trop loin, ben, vous n'avez pas besoin de sauter, et si vous êtes trop près, n'allez pas sauter, parce que le moment où vous êtes en l'air, c'est là où l'adversaire va pouvoir vous frapper à ce moment-là, et vous ne pourrez absolument rien faire, tout simplement parce que vous êtes en l'air. Non, pour ma part, je considère que cette forme de déplacement et de posture d'attente, c'est vraiment très mauvais, c'est du bas de gamme. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'à intervalles réguliers, vous n'avez aucun contact avec le sol. Autrement dit, vous ne pouvez ni bouger ni vous déplacer quand vous le voulez, vous devez attendre de redescendre au sol pour pouvoir redonner une impulsion pour aller dans le sens où vous souhaitez aller. Si votre adversaire est un peu finaud, il va très vite identifier votre rythme de saut et il va vous plomber à chaque fois où vous ne pourrez pas réagir. Je vous déconseille très fortement de rentrer dans ce genre de rebond perpétuel, ça ne sert strictement à rien. Alors oui, je sais qu'il y a une écrasante majorité de tireurs qui font comme ça. Ils le font pourquoi ? Parce qu'on leur a dit de le faire. Hein. Je ne suis pas certain qu'ils aient forcément toujours posé la question. Il n'empêche que moi, lorsque j'ai appris la boxe française, qui était encore, je pratiquais la savate sportive, hein, mon professeur m'avait déjà strictement déconseillé de faire ça, tout simplement parce que vous donnez de très bons renseignements sur votre rythme à votre adversaire, et s'il s'y cale bien et qu'il joue en contre-temps, eh bien il vous aura à chaque fois. Je sais que c'est ultra populaire de voir ça, notamment en savate sportive, où ça saute de partout. J'arrive pas à comprendre l'intérêt. Ça fatigue, ça donne des informations à l'adversaire, ça nous empêche de bouger quand on veut et faire ce qu'on veut. Moi, personnellement, je vous déconseille vraiment de le faire. Hein. Après, c'est vous qui voyez, mais
essayez de vous déplacer de façon pertinente et logique, et après comparer en sautillant partout comme ça, et on va essayer d'avoir des sensations, des ressentis pour voir qu'est-ce qui vous semble être le mieux. Je pense que ce sera la meilleure solution pour vous faire comprendre. Maintenant, je vais vous montrer une variante du sautillement sur place. C'est le sautillement alterné, une jambe sur l'autre, en ayant la garde bien groupée. Là, c'est un coup sur deux, effectivement, vous gardez on va dire que vous gardez l'appui au sol, mais le problème, c'est que qu'est-ce que vous en faites de cet appui au sol? Est-ce que vous utilisez votre jambe ou pas? À quoi est-ce qu'elle sert? Puis bon, sans parler de la posture des bras qui sert strictement à rien, hein, comme on a pu le voir avant. Voilà, ce piétinement, ça ne vous servira à rien, hormis à vous fatiguer, et là aussi à donner des informations rythmiques sur votre façon de boxer. À faire ça, allez plutôt faire de la marche nordique. Je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de vertu dans la marche nordique plutôt que de boxer de cette façon-là. Maintenant, le cas que nous allons voir consiste en une espèce de piétinement sur place que l'on retrouve souvent avec les débutants. C'est assez amusant à regarder parce qu'en fait c'est une sorte de panique, ils savent pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, on voit pas ça chez les anciens, hein. Mais voilà, chez les débutants, les premières années, ils ont souvent une forme de panique, donc qu'ils peuvent pas contrôler eux-mêmes. Et ils piétinent sur place, c'est une forme de je veux fuir mais je reste sur place, il faut que je bouge parce qu'il faut que je bouge. Et donc on en arrive à quelque chose d'assez brouillon, c'est assez amusant à regarder, mais voilà, quand on a identifié cette espèce de mouvement incontrôlé et qui est totalement erratique, il faut bien évidemment veiller à calmer les choses. En premier lieu, à rassurer l'élève et lui dire que ça ne sert à rien ce qu'il fait, ça le perturbe et ça le fatigue plus qu'il le faut. Et de fait, sa posture va s'apaiser avec lui et il aura moins ces mouvements inutiles. Et petit à petit, il va aller de lui-même vers des mouvements plus utiles et moins fatigants qui lui permettront à chaque déplacement de pouvoir frapper ou de se protéger ou d'esquiver s'il y a une attaque. Maintenant, nous allons aborder une séquence un peu plus spécifique et qui cible plus particulièrement les personnes qui pratiquent les AMHE, c'est-à-dire les arts martiaux historiques européens, et qui donc veulent mettre la boxe française dans leur pratique. Le premier problème que rencontrent les personnes qui veulent pratiquer la boxe française traditionnelle à partir des traités, c'est qu'il n'y a que des images, et donc on a une vision assez fixe des postures, et du coup, c'est le premier réflexe, c'est qu'on essaye de reproduire la posture, et c'est une certaine rigidité qui va avec. Du coup, on se raidit de partout pour se déplacer, pour correspondre à l'image qu'on a vue. Ensuite, sur les rares vidéos qui nous restent de l'époque, parfois ce sont des démos pures et dures, qui étaient déjà faits à l'époque, pour démontrer un peu la technique, notamment dans les années 20. Et là aussi, les postures nous semblent rigides, mais c'est normal parce que on n'est pas dans un contexte d'assaut, mais vraiment un contexte de à toi à moi, donc je ne suis pas en danger, donc j'ai pas besoin d'avoir des déplacements spécifiques vraiment pour me protéger, ou voilà, il n'y a pas une notion de danger dans ces démos trop, et donc du coup on n'est pas à même de bien comprendre la nature du déplacement que faisaient nos ancêtres à l'époque. Et donc du coup en découle une posture, hein, c'est vraiment une posture où on est très rigide dans les déplacements au niveau des jambes, alors que si l'on lit les textes, je n'ai lu nulle part à ce jour que les jambes doivent être raides. Au contraire, à chaque fois les maîtres appellent à être très souple et très fluide sur les appuis, sur les jambes, d'avoir les jambes fléchies et jamais raides, afin de pouvoir bouger et esquiver dans tous les sens, et de pouvoir frapper aussi s'il y a une opportunité. Donc je dirais à tous mes co-religionnaires et personnes qui seraient tentées de faire de la boxe française traditionnelle ou de la savate traditionnelle, surtout ne vous mettez pas dans l'esprit qu'il faut être rigide, au contraire, soyez souple et fluide, soyez félin dans vos déplacements, ayez des appuis, des amortis, de très bons amortis, et de déplacements vifs et alertes. Ne cherchez pas à reproduire l'image que vous voyez absolument, parce que l'image est fixe et elle ne donne pas la vraie finalité du geste. Toujours pareil, c'est le problème quand on travaille sur des livres. Le livre
a ses limites, et les limites c'est la dynamique, la cinétique. Donc voilà, ne tombez pas dans le piège de la rigidité. Moi-même à l'époque quand j'ai commencé, j'étais tombé dans ce piège et j'ai très vite compris qu'il y avait un problème parce que ça correspondait pas entre le texte et l'image. Effectivement, l'image n'est là que pour soutenir le texte et c'est pas le contraire. Dans les traités, ce sont les textes les plus importants. Surtout les textes français du 19e sont très précis et très bien écrits. Il n'y a pas de doute à avoir. Quand les maîtres disent qu'il faut être souple et les jambes flexibles et prêtes à réagir, il faut le croire. Ne vous fiez pas à l'image. Après, effectivement, lorsqu'on s'amuse à faire, et quand je dis vraiment, quand on s'amuse, on peut s'amuser à avoir ce genre de posture, mais c'est pas sérieux. On va dire c'est plus du théâtre, de la comédie, que vraiment de l'art martial tel que le décrivent les maîtres du 19e. Continuons un petit peu notre analyse des différents mauvais déplacements que j'ai pu lister. Et là, je vais rentrer frontalement un peu avec tout ce que l'on peut voir et trouver au niveau des sports de combat, et notamment des box. C'est une posture que j'exerce de façon fondamentale parce qu'il y a tout ce qu'il ne faut pas voir. Alors même si je grossis un petit peu le trait par rapport à ce que je montre, hein. Mais ce sont des déplacements qu'il faut vraiment, vraiment éviter de faire. C'est donc d'avoir cette posture, les jambes droites, la jambe en avant qui est bien sur les talons en plus de ça, la jambe droite bien tendue, la jambe arrière bien tendue, on avance un petit peu, voilà, petit pas par petit pas. Voilà, ça c'est vraiment c'est quelque chose qui est vraiment mauvais et qu'on retrouve assez fréquemment malheureusement. Parce que c'est une solution de facilité et que certains l'ont vu en regardant des vidéos un peu comme tout le monde, hein, sur YouTube ou autre. Et donc du coup, il y a un effet mimétisme qui se fait. Sauf que c'est vraiment mauvais, mauvais. Pourquoi ? Parce que la jambe avant est devenue vraiment très vulnérable sur tous les coups de pied en ligne basse, notamment sur le chassé au niveau du genou, hein. Vous pouvez vraiment vous faire blesser très gravement au genou en ayant la jambe comme ceci. Il faut absolument qu'elle soit fléchie un petit peu. Il faut absolument que la jambe arrière soit aussi fléchie, ne pas avoir le poids sur les talons. Voilà, il faut éviter d'avoir cette espèce de déplacement un petit peu nonchalant là, où non, il n'y a vraiment rien de bon à ça. Je ne trouve strictement aucun bon point à avoir une posture et des déplacements tels que ceux-ci. Je ne peux vraiment que vous encourager à faire l'effort de travailler sur vos déplacements pour quitter cette mauvaise habitude. Effectivement, c'est compliqué, ça demande à se remettre en question, ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'échecs aussi parce qu'on n'y arrive pas forcément au début. Il faut compter plutôt ça en mois plutôt qu'en semaines. Mais déjà la qualité de vos déplacements ne sera que meilleure et du coup votre protection vis-à-vis de ces mêmes déplacements ne sera que meilleure aussi parce que vous serez beaucoup plus agile, vous pourrez changer de garde en un éclair. Filmez-vous. Pendant que vous faites des assauts, filmez-vous et regardez comment vous êtes. Et si jamais vous identifiez par moment ce genre de posture, surtout, travaillez la technique pour effacer cette mauvaise habitude de votre façon de boxer. Vos genoux vous diront merci et votre boxe vous dira merci aussi parce qu'elle s'améliorera franchement. Continuons maintenant avec un autre défaut qui est assez récurrent, c'est le fait de traîner les pieds au sol quand on se déplace. Alors quand le sol est glissant, il y a très peu de gêne, mais quand le sol est un peu plus rugueux, déjà vous abîmez vos chaussures, ce qui est dommage, mais en plus de ça vous freinez vos déplacements tout simplement parce que c'est de la mécanique, hein. Quand vous frottez deux objets l'un sur l'autre qui sont rugueux, ils se freinent mutuellement. Et vous perdez de la vitesse, vous perdez de la réactivité, donc par conséquent. C'est vraiment pas bon. Donc là aussi, essayez de vous filmer quand vous faites de l'assaut et essayez de voir comment se déplacent vos appuis. Est-ce qu'ils décollent d'un point pour aller à un autre point sans glisser, sans traîner à droite à gauche. Bien vérifier qu'ils ne traînent pas au sol, qu'ils ne frottent pas. Vous vous ralentissez et vos appuis sont mauvais. Donc là aussi, faites très attention. Un appui, quand il est à un point, il est immobile ou alors il sert de pivot.
mais on va dire il va pas chercher à se déplacer de façon rectiligne, il va servir de pivot uniquement, et quand il doit se déplacer, il décolle pour atterrir au nouveau point d'appui. Il n'y a pas donc de glissade du point A au point B, si on peut schématiser un petit peu la situation. Et enfin, je vais vous présenter donc la dernière chose que je déconseille vivement à faire durant vos déplacements, c'est-à-dire le fait de croiser les jambes, que ce soit pour se décaler, reculer, avancer, enfin le principe de croiser les jambes. Alors, effectivement, dans les techniques de boxe française traditionnelle, il y a ce qu'on appelle le chassé croisé, où effectivement, à ce moment-là, on croise les jambes pour pouvoir augmenter la puissance du chassé. Mais il y a un but au fait de croiser les jambes, c'est de frapper dans la foulée avec beaucoup plus de puissance. Donc ce n'est pas fait de façon fortuite, ce n'est pas un déplacement auquel on agrémenterait un chassé dans la foulée. Non, non, c'est une technique qui est bien cadrée et qui s'explique par le fait sur le jeu de l'élasticité et des compressions des muscles pour pouvoir avoir un coup avec beaucoup plus de punch. Donc, par contre, quand vous vous déplacez, évitez au maximum de croiser les jambes, tout simplement parce que vous pouvez aussi vous prendre un chassé à ce moment-là au niveau des genoux et vous pourriez tomber beaucoup plus facilement que si vous vous déplaciez avec les appuis pas bien séparés, mais au moins où les jambes ne se croisent pas. C'est la fin de cet épisode des conseils avisés du Capitaine France. J'espère que cela vous aura plu. Maintenant que nous avons identifié les petites erreurs à ne pas faire afin d'optimiser les déplacements et de les rendre plus utiles et qui vous permettront de ne pas être pris en défaut, et bien maintenant il n'y a plus qu'à appliquer et voir ce que ça donne. N'hésitez pas à donner vos ressentis dans les commentaires. En attendant, entraînez-vous bien, amusez-vous bien et à la prochaine!